c'est quoi le secret de sauce pour te dire mais comment tu fais mieux que les autres, comment tu te positionnes dans ce marché où il y a un petit peu de monde quoi. On se dit ok, on va prendre tout ce qui va pas, on va le faire mieux, mais de façon très candide comme ça. Et la vidéo par contre on va pas s'en occuper parce que de toute façon, voilà, on n'est pas des devs vidéo, donc on va aller prendre un prestataire qui fait ça et puis on va commencer comme ça. Mon gut feeling et celui de Robin aussi, c'était de dire la vidéo c'est comme le SMS, c'est comme l'email, ça va être une commodité dans 4 ans. Et la vérité c'est que en fait c'est devenu une commodité. Mais c'est devenu une commodité pourquoi ? C'est parce qu'en fait, tu as eu tellement de demandes à partir de 2019-2020 que les providers de vidéos ont eu beaucoup plus de demandes eux aussi parce qu'il y a des softs qui sont lancés et forcément, plus tu as de demandes, en fait, tu vas baisser les prix. Et comme les prix baissent, tout d'un coup, en fait, ta brique technologique devient une commodité. Si on avait lancé Livestorm avec notre propre techno, on aurait perdu 2 à 3 ans et on se serait fait dégommer. Il faut matraquer, c'est de la communication, c'est discipline, c'est constamment expliquer pourquoi on le fait, montrer des datas à l'appui. Et nous, on a construit des dashboards, on montre bien que sur cette cible qui est notre cœur de cible, en fait, on a un ARPA qui est 60% plus élevé, on a une LTV qui est le double, pas de churn, enfin bref. Et donc, à partir de là, on devrait se focus là-dessus. Et tout ce qui n'est pas ça est un défocus et donc une perte d'argent et on laisse du pognon sur la table. En fait, pour moi, le PLG, c'est ça. C'est être capable, en fait, d'exposer ton produit à une audience immense, que ce soit complètement organique, zéro budget hormis ta grosse margin et que tu puisses surtout, et ça, c'est le pendant le plus compliqué, arriver à driver du trafic ou de la croissance, en tout cas, à partir de ce médium. Hello Gilles, comment ça va ? Salut, merci de me recevoir, c'est très cool. Trop content de te recevoir également. Alors, les gens savent pas là, je sais même pas si tu vas être le premier épisode de la première saison à passer, mais t'es le premier enregistrement que j'ai, en plus avec un CEO de boîte, ce qui est pas une grande habitude sur Clé de Voûte. Non. Gilles, toi tu es le cofondateur et CEO de Livestorm. Pour qu'on parte tous sur un même pied d'égalité, est-ce que tu peux nous raconter en 2 secondes ce que c'est que Livestorm ? Ouais, alors Livestorm, c'est une plateforme de webinar. On va s'adresser majoritairement, du coup, aujourd'hui à des moyennes entreprises et grands comptes. Et on est leader européen du webinar. Quand je dis leader européen du webinar, évidemment, je ne me compare pas à des boîtes qui vont être, on va dire, publiques. Mais en tout cas, sur le secteur du private equity, on est largement les plus gros sur l'Europe. Et on a un focus donc très européen, grands comptes, moyennes entreprises. On va s'adresser à des marketeurs, on va s'adresser à des commerciaux, toutes les équipes business pour pouvoir faire de la présentation commerciale, de la formation, tout ça, quoi. Et ça fait 7-8 ans, quasiment 8 ans maintenant que la boîte existe. Trop bien. Alors du coup, moi ce qui m'intéressait dans cet épisode, et je te fais venir aussi pour une chose qui est simple, c'est que vous avez une approche que je considère être très orienté produit, dans le sens où tu vas raconter un peu comment vous faites votre process de sales, comment le produit est vécu, etc. Mais pour être même moi client, parce que je l'utilise sur plein de sujets, le produit quand même est construit pour que globalement on se débrouille un peu seul et que tu n'aies même pas à passer par un process de sales autre pour signer. Ouais. Donc ça, c'est les fameux sujets product-led growth qu'on va évoquer à un moment. J'aimerais bien comprendre un peu ta relation, toi, au produit, tu vois, dans la boîte. Je sais que tu as un cofondateur et CPO, Robin, depuis le tout début, qui est venu sur le podcast. Je mettrai le lien dans la description de l'épisode. Et toi, c'est quoi ta relation ? Est-ce qu'aujourd'hui, tu réfléchis encore un peu haut niveau sur le produit ? Est-ce que tu es quotidiennement avec les équipes produits ou pas ? Est-ce que tu vois du client ? Comment ça se fait ton quotidien vis-à-vis du produit ? Alors, je suis assez éloigné, on va dire, de l'opérationnel produit même. Donc, typiquement, je vais pas être dans les discussions d'implémentation sur les sprints ou sur les quarters ou des choses comme ça. Là, en l'occurrence, je vais plutôt laisser la balle à Robin. Avec Robin, en revanche, on va avoir des discussions beaucoup plus stratégiques de savoir, OK, c'est quoi la next step ? Aujourd'hui, on fait du webinar, demain, on fait quoi ? Qu'est-ce qui nous manque fondamentalement par rapport à des compétiteurs. Donc ça va être plutôt ce genre de choses-là. Ça m'arrive d'être sur des conversations produits avec les équipes produits pour donner plus du feedback, où je vais arriver plutôt en mode je vais confronter l'existant, je vais confronter le terrain avec ma vision en tout cas et la vision que j'ai du produit tel qu'il devrait être. Donc ça va être un petit peu du rapid fire feedback de CEO, quoi. Donc parfois c'est un peu impromptu et parfois c'est un peu brutal, mais ça permet aussi d'avoir ce retour-là, quoi. Et puis fondamentalement c'est ça. Donc j'ai la chance quand même d'avoir des cofondateurs à qui je peux passer la balle. Donc on va dire que dans le détail je suis pas là, dans le macro je suis là encore. Et voilà. Comment tu nourris ta vision sur le produit finalement quand tu te détaches un petit peu et que finalement tu laisses pas que tu délègues le produit mais tu laisses quand même la responsabilité du produit à Robin par exemple. Comment toi tu continues à te nourrir tout le temps Évidemment on teste beaucoup la compétition, donc ça c'est une première chose parce qu'il faut toujours se mettre un petit peu au goût du jour. On va aussi regarder, bizarrement c'est un truc qu'on fait beaucoup avec Robin, c'est qu'on regarde des marchés adjacents, donc typiquement des gens qui ne sont pas dans la vidéo.
Tu vois, on va avoir des rôles modèles dans des marchés adjacents, dans la productivité, par exemple, dans le CRM, dans le sales, et on va s'inspirer, on va se dire, putain, cette feature-là, elle est quand même bien cool, on pourrait presque la transposer à notre univers à nous, et donc on va avoir ce genre de choses-là. Ensuite, on va aller, on fait beaucoup de, enfin moi particulièrement j'aime beaucoup ça, c'est faire des brainstorming en fait complètement décorrélés des problématiques produits et business du moment et un peu en mode il n'y a pas de limite et on essaie de se dire ok c'est quoi la next step. J'ai fait ça la semaine dernière par exemple avec des équipes qui sont même pas des équipes que produits d'ailleurs, on fait intervenir des ingénieurs, les équipes marketing parce que tout le monde a un petit peu quelque part un mot à dire, ça permet de nourrir un peu le truc, donc ça c'est une autre façon de faire. Et typiquement aujourd'hui tu vois avant que je vienne j'avais ce qu'on appelle un Customer Advisory Board où en fait on va passer littéralement une matinée avec des clients un peu VIP, eux ils ont plein de feedback, ils nous l'envoient. Nous, après, on le réinterprète, on se dit, OK, ça peut être chouette à faire comme ci, comme ça. Donc voilà, c'est un peu tous ces médiums-là qui vont venir un petit peu nourrir un petit peu la vision que je peux avoir du produit et un petit peu la tendance de marché, on va dire. C'est hyper intéressant parce que ce que tu viens de dire, là, c'est marrant, je pense qu'il y aura une audience... les gens qui vont écouter l'épisode sont je pense, hyper hétérogènes, tu vois. Il y aura évidemment des gens du produit, mais aussi d'autres. Et ce que tu viens de décrire là, c'est purement de l'exploration de la discovery que tu fais, toi, avec ta casquette de CEO, mais qui est complètement un taf d'équipe produit. Et donc, c'est ce qui te permet de continuer à nourrir ta vision. Et j'imagine qu'après, c'est Robin qui prend le lead sur comment est-ce que de la vision qu'on avait ensemble, on va répercuter tout ça dans l'opérationnel, quoi. Trop intéressant. T'as évoqué un mot plusieurs fois qui est la concurrence, la compétition. Moi, je connais mal ce space, tu vois, des plateformes pour webinars. Et je serais trop intéressé que tu me racontes un petit peu justement qu'est-ce qui vous pousse à lancer ça alors que j'imagine qu'il y a un peu de monde, tu l'as dit au début. Et comment tu fais pour... c'est quoi la secret sauce pour te dire, mais comment tu fais mieux que les autres, comment tu te positionnes dans ce marché où il y a un petit peu de monde, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé au début ? En fait, si tu veux, l'histoire que je raconte souvent, c'est que lorsqu'on décide de lancer Livestorm, déjà de base, on est très candide parce qu'on est littéralement à l'université, tu vois, on est vraiment tout frais, on sort du four, quoi. T'as quel âge, t'as quoi, 20... J'ai 33 ans. J'ai 33 ans à l'époque, donc j'en avais, tu vois, on a eu moins 8, 25-26, donc c'est encore très très frais, quoi. Et on a abordé la question de façon la plus candide qui soit, c'est-à-dire que moi, à l'époque, le marché, il est quand même assez encore vieillissant, il y a je vais pas les citer, mais bref, des solutions qui sont pour le coup très années 90. Mais quand parler des concurrents. Non, voilà. Mais littéralement parce qu'elles existent depuis les années 90 en réalité. Et donc du coup, c'est des codes et des patterns qui ont plus de 10 ans. Et en fait, on est en plus dans cette espèce de tipping point produit technologique où en fait, il y a des nouvelles technos qui émergent en vidéo, notamment le WebRTC, qui était là depuis un moment, mais qui en l'occurrence commence vraiment à prendre un essor. Et nous, on se dit on n'est pas des devs vidéo, mais en l'occurrence, l'UX, la UI et faire en fait une expérience produit un peu cool, ça pour le coup on sait faire, c'est ce qu'on a été, entraîné à ça, donc c'est ce qu'on va faire. Donc on prend cette expérience qui était vraiment pour le coup pétée, parce que j'en ai fait les frais en alternance, en l'occurrence je faisais des webinaires et j'utilisais ces softwares dont je parle, et on se dit ok, on va prendre tout ce qui va pas, on va le faire mieux, mais de façon très candide comme ça. Et la vidéo, par contre, on va pas s'en occuper parce que de toute façon, on n'est pas des devs vidéo, donc on va aller prendre un prestataire qui fait ça, et puis on va commencer comme ça. Et l'hypothèse, c'est de dire, nous, on va se concentrer sur faire en sorte que l'expérience de l'organisateur, l'expérience du marketeur qui utilise le webinar n'est pas une expérience de quelqu'un qui est IT, de quelqu'un qui est technique, mais l'expérience de quelqu'un qui a envie de donner une bonne expérience à ses participants. Ce qui n'était pas du tout le cas à l'époque. C'était vraiment un outil IT, le webinar, tu vois, le streaming. Et c'était pas du tout prosumer, quoi. Enfin, c'est pas du tout consumer même, limite. Et donc on se lance là-dedans et ça prend très très vite, quoi. Très très vite, en fait, on confronte. Alors, on avait à la base même un InVision, on n'a même pas le produit, tu vois. Donc c'est pour te dire, feu InVision parce que maintenant ils sont morts. Mais une maquette, quoi. Une maquette. On avait une maquette, un proto. On monte ça du coup à l'audience à qui on veut parler, qui sont finalement les gens comme nous, les gens qui travaillent dans la tech, qui sont des marketeurs, qui travaillent dans le SaaS, plutôt des SMB, qui ont capacité d'adopter les produits assez rapidement. On leur montre le truc et on sent qu'il y a un déclic, on sent qu'on a un truc et on lance l'outil et ça prend assez rapidement et tu vois, on a 100 clients en l'espace d'un an et demi suite au lancement. Et donc, cette niche, elle se développe au fur et à mesure. Le marché, il va aussi mûrir très très vite. Il y a beaucoup d'acteurs qui émergent et notamment après le Covid, où là pour le coup ça a été la foire d'Empoigne. On est parti vraiment sur un marché qui était
qui s'est équipé très 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 vite parce qu'on était aussi il y avait beaucoup de sociétés qui n'étaient pas du tout équipées en vidéoconférence et maintenant c'est pas du tout le cas. C'est même plus un marché d'équipement, c'est un marché de remplacement comme on dit. Et donc là aujourd'hui la logique de positionnement elle est plus différente. Elle est plus du tout sur on va solutionner un existant. Elle est plus sur c'est quoi ton expertise, comment tu démontres un ROI par rapport à ton concurrent X, Y, Z. Et en l'occurrence, la seule façon de démontrer un ROI, c'est soit tu fais mieux que tout le monde sur tous les plans, ce qui est difficile à faire quand tu as moins de ressources, soit c'est tu dis, OK, il y a un créneau qui est pas ou peu adressé ou sur lequel tu mériterais d'être connu. Et aujourd'hui, on a pris un petit peu ce virage-là. C'est même pas un virage, c'est plutôt une orientation stratégique à 12-24 mois qui est de dire, en fait, il y a une opportunité de dingue en Europe. Et parce que aussi, il y a eu une consolidation de ouf en Europe où en fait toutes les boîtes qui faisaient de la vidéo sont fait racheter suite au Covid. On peut parler de Hopin par exemple, des choses comme ça, qui ont fait, ça a été le rise and fall littéral. Et, pourquoi ? Parce que pendant la pandémie, il y a eu une adoption très forte, très importante. Très forte de Hopin, 4 milliards, ensuite revendu à la caisse 15 millions à Ring Central. Parce qu'ils ont fait beaucoup d'argent, tu veux dire avec, beaucoup d'argent, et en fait, toutes ces boîtes-là se sont cassées la gueule derrière, sont été rachetées, et ça a créé un appel d'air monumental où, in fine, il n'y a plus que des acteurs américains très très gros en Europe, dans un contexte régulatoire où en fait, il y a de plus en plus de moyennes et grandes entreprises qui ont besoin d'avoir une solution, tu vois, souveraine, entre guillemets, et qui en plus soit cool à utiliser. On n'est pas en train de dire on veut pas un truc de barbu, quoi. On veut un truc vraiment sympa à utiliser, qui soit souverain. Et en fait, il y a personne qui coche les cases à part nous, quoi. Et ça, et donc on a vraiment cette position à prendre et cette opportunité. Donc maintenant, on calcule ce positionnement plutôt comme ça, plutôt que sur quelque chose de beaucoup plus candide comme c'était à l'époque. Mais on a évolué parce que le marché a évolué aussi. Tu vois, on s'est vraiment calé sur les tendances. C'est pour ça que moi, personnellement, je suis extrêmement aussi à l'écoute de ça. J'essaie de rencontrer tout le monde, tous les concurrents, de savoir où ils en sont, de comprendre un petit peu quelles sont les tendances, qui rachète qui, et voilà, de comprendre un peu qu'est-ce qui se passe dans les back channels du pouvoir, parce qu'in fine, c'est dans un marché concurrentiel, c'est ça, quoi. Tu les contactes et ils sont OK. Oui, mais en fait, on se connaît tous, tu vois. Enfin, pas plus tard qu'aujourd'hui, j'étais dans un WeWork. Enfin, hier, en l'occurrence, dans un WeWork, on avait des concurrents. Bon, on se connaît, tu vois, on s'est parlé. On les a tous rencontrés. C'est quoi les échanges ? C'est des échanges où vraiment vous vous donnez de l'info pour vous aider, ou c'est des échanges où vraiment tout le monde marche un peu sur des œufs, tu vois Oui, c'est toujours un peu délicat parce que, on sait très bien qu'on va se piquer l'un et l'autre des clients, mais c'est aussi ça le jeu du positionnement, c'est que, en fait, à partir du moment où tu commences à avoir un overlap avec quelqu'un, tu as deux solutions. Soit tu te dis, en fait, je vous roule dessus. Ça peut être une solution. Soit tu peux dire, en fait, est-ce que ça vaut vraiment le coup que je vous roule dessus parce que les clients que vous me piquez, est-ce que c'est vraiment les clients que j'ai envie de garder in fine ? Et en fait, tu vois, il y a dans certains cas, tu peux dire, peut-être que j'ai plus de valeur à garder certains clients et à protéger ceux-là plutôt que d'autres. Et c'est pas plus mal, tu vois. Et donc oui, quelque part, tu marches toujours sur des œufs. Tu vois, j'ai jamais parlé de mon ARR avec un concurrent, évidemment. Mais en l'occurrence, les tendances de marché, comment la météo de l'inbound ou des choses comme ça, oui, ça nous arrive d'en parler, de comprendre, du coup, le concurrent c'est l'autre gars qu'on regarde aussi, qu'est-ce que t'en sais, qu'est-ce que t'as vu ce qui s'est passé, bref, tu vois, c'est plutôt comme ça. Donc c'est une relation cordiale qui reste un peu comme sur un match, on va dire, voilà, c'est amical, cordial, mais voilà, on se prend pas non plus la tête, quoi. T'en tires quoi de ces échanges concrètement, toi ? Moi, ça me permet quelque part, ça me permet aussi de comprendre où est-ce que nous... surtout, je le fais aussi pour comprendre où est-ce que nous, on se positionne. À la rigueur, tu vois, je m'en fous que Jean-Michel soit ait tant d'ARR, tant de gens, etc. Moi, ce que ça me permet de savoir, c'est est-ce que sur mon espace que j'ai défini pour la boîte pour les 12 à 24 mois, est-ce qu'il faut qu'on accélère ? Est-ce qu'il faut qu'on soit beaucoup plus incisif ? Est-ce qu'il faut qu'on pivote ? Est-ce que... Voilà. Et donc, ça me donne plus d'indications limite sur moi-même que sur les autres. Et par exemple, tu vois... Un truc que j'ai réalisé finalement assez tard, mais justement parce qu'on les a rencontrés aussi, ces gens, c'est qu'en fait, on était le plus gros acteur privé du webinar en Europe. Et ça, je ne le savais pas jusqu'à ce que je rencontre en fait à peu près tout le monde et que j'ai une idée de où est-ce qu'ils en sont au niveau revenu. Donc là, ça a fait tilt et je me dis, mais on a une opportunité de dingue, tu vois. Mais ça, je l'aurais pas su si j'avais pas fait mon marché de rencontrer les gens, faire du networking et voilà, quoi. Donc c'est de la discovery pour toi aussi. Ouais. C'est un canal qui te permet d'enrichir ta vision à nouveau, d'affirmer tes convictions, de nourrir demain la strat, etc. à court terme, quoi. Mais je vais te raconter même un autre truc, tu vois. Genre moi, par exemple, j'ai un truc que j'avais fait avec ma Head of Marketing il y a quelques temps et que j'ai continué ensuite, c'est de décortiquer le PNL de concurrents comme Zoom, par exemple. Je les cite parce qu'ils sont, de toute façon, ils sont listés publiquement et on s'en fout. Tu regardes le PNL et en fait, ça va te dire
énormément de choses sur la boîte. Typiquement quoi ? Typiquement, tu vois, on arrive en 2022-2023, on sent que le marché, du coup, il tourne, on sent qu'il y a moins de demandes. Et lorsque tu regardes le PNL de Zoom, tu te rends compte que il y a des coûts budgétaires, il y a moins de marketing. Tout d'un coup, il y a un effort sur le cash flow qu'il n'y avait pas forcément avant. Tu te rends compte aussi que il y a un effort de produit dans les lignes de notes d'investissement. Tu vois qu'il y a un effort d'horizontalisation du produit. Tu te demandes pourquoi. Et en fait, tout ça, la conclusion que tu en fais, c'est de dire ok, il y a plus de cash flow, ça veut dire que les mecs se préparent pour l'hiver. Donc ça veut dire que tu sens que le marché va tourner et qu'il va y avoir moins de demandes et qu'ils sont juste en train de couper soit de l'étime, soit du budget pour pouvoir du coup se maintenir à flot pendant un certain temps. Ok, rentabilité. Qu'est-ce que moi j'en fais en tant que CEO ? Je vais probablement faire la même chose, ou en tout cas je vais essayer de m'éduquer avec des banquiers d'affaires, des gens qui sont un peu dans le système, avec nos invests, et voir est-ce que c'est vraiment la bonne solution, est-ce que c'est vraiment le bon truc, et après je prends ma décision en conscience. Et le deuxième truc, c'est que je regarde toute cette horizontalisation du produit que Zoom va faire. Pourquoi ils la font ? Parce que simplement tu as une saturation sur le core produit qui est probablement le meeting, la vidéo, qui est leur core use case. Et pourquoi il y a une saturation du produit ? Parce qu'en face, tu as Teams qui est en train de les défoncer aux US. Et après, quand tu regardes le split du revenu, tu vois qu'effectivement, ils sont en train de se faire défoncer aux US parce qu'il y a un revenu qui décroît sur cette région. Bref, tout ça, ça te donne tout un tas d'indications qui sont hyper valuable, et pas que pour de la finance ou de la gestion, mais aussi pour le produit, la direction que tu veux donner, quoi. Et bref. C'est hyper intéressant. C'est un conseil que tu donnerais à d'autres entrepreneurs de leur secteur ? Ouais, secteur, alors évidemment, il ne faut pas trop passer de temps dessus parce que sinon tu deviens complètement dingo, ça c'est sûr. Et puis tu commences J'allais te dire, regarder la concurrence tout le temps, même si c'est des concurrents qui sont outre-Atlantique, beaucoup plus gros, de taille différente, tu peux devenir un peu fou, et en fait, c'est ce qui fait que tu perds un peu en créativité. Tu vois, ça, moi je le fais une fois par quarter. Les gens que je rencontre de mon écosystème, je le fais pareil une fois par quarter. Enfin, tu vois, je me prends pas trop la tronche non plus. Mais oui, je pense que faut le faire. Je dirais pas qu'il faut le faire. J'éviterais de le faire trop au début. Comme tu dis, je pense que parfois ça peut brider un peu la créativité. C'est bien pour spotter des opportunités, mais je pense qu'au début, il ne faut pas trop se prendre la tête. Quoi. Tu peux prendre peur, ça peut vite te décourager. Et je pense que le moral, à ce moment-là, il est tellement... sollicité. Tellement sollicité qu'au final, tu peux vite être tombé dans l'autre côté de la barrière qui est dire non, en fait, c'est pas pour moi. Quand tu es plus installé comme nous, où en fait, tu génères suffisamment de pognon tous les mois pour en fait faire tourner une boîte de 100 personnes, en vrai, tu peux prendre ce luxe d'avoir ce temps-là. Tu as de la ressource à allouer, etc. Donc Exactement. Tu réfléchis à comment tu mets ton argent. Tout à fait. Pour revenir sur la partie positionnement, donc, on disait au tout début que toi, tu arrives sur un marché avec Livestorm où il y a déjà du monde. C'est quoi ton opinion là-dessus ? Tu vois, le fait d'arriver sur un marché, je ne sais pas si on peut dire saturé, mais un marché compétitif, concurrentiel. C'est quoi ton opinion, par exemple, si tu devais en parler à un autre fondateur de boîte qui réfléchissait à 2 idées, il se dirait écoute, moi j'ai un truc là où je sens qu'il va falloir que j'évangélise un peu parce que je suis un peu tout seul, et j'ai le marché là qui est ultra saturé, mais j'ai peut-être des idées pour faire un peu différemment. En fait, moi, j'ai toujours pensé que c'était pas forcément une mauvaise chose. J'ai jamais trop compris cette histoire de océan rouge, océan bleu, parce qu'en fait, oui, tu peux avoir énormément de concurrence. En fait, il y a concurrence et concurrence. Là, tu peux avoir énormément de concurrence où en fait, en face, c'est pas que tu as que des gros vieillissants, c'est que tu as des gros qui avancent à 200 à l'heure. Et dans ces cas-là, c'est sûr que c'est un peu complexe. Mais ce que je veux dire surtout, c'est que quand tu as beaucoup de concurrence, déjà, tu n'as pas besoin de faire d'évangélisation. Moi, à aucun moment, j'ai dû expliquer ce que c'était un webinaire. Hein. Enfin, ça, c'est un luxe. Tu vois, j'arrive. Tu vois, il y a plein de gens pour qui ça n'a pas été évident. Tu vois, je pense que chez Spendesk, par exemple, il a dû littéralement devoir éduquer sur le spend management, etc. Dans un monde où, en fait, il n'y avait que des cartes corporate de banques traditionnelles. Bon, nous, on n'a pas eu ça. Première chose. Et deuxième chose, je pense qu'il y a un truc, c'est que, en fait, tout ce qui a dû être pensé... l'a déjà été. Ce que ça sous-entend, c'est que d'un point de vue produit, tu as des patterns qui existent, qui sont probablement mal exécutés et mal faits, mais les patterns existent. Et les patterns, en fait, ça reflète aussi des attentes utilisateurs et des usages que tu peux ensuite réappliquer, améliorer, peut-être repenser un petit peu, etc. Et ensuite, tu as aussi des patterns en termes de pricing, des patterns en termes de go-to-market qui existent. Quand tu es un software de webinar, en général, le pricing, c'est un pricing à la licence, machin. Bon, alors nous, on a fait différemment in fine, mais un pricing à la licence, c'est plutôt des marketing. Enfin bref, tu vois, t'as pas à te poser ces questions-là, donc ça, c'est plutôt cool aussi. Et puis après, je pense qu'il y a un truc évident qui est un peu l'éléphant dans la pièce, c'est que faut voir aussi ton ambition, quoi. C'est-à-dire que quand tu es dans un marché saturé comme ça, est-ce que tu as envie de faire une boîte de 1 milliard ? Ok, mais dans ces cas-là, c'est plus dur. Est-ce que tu veux faire une boîte de 10 millions ? Ça va être beaucoup plus facile. Et du coup, ça va driver aussi tout un tas de décisions et de questions qui sont quel entrepreneur, enfin, c'est même pas quel entrepreneur, c'est quel type
d'entrepreneuriat j'ai envie de faire. Si tu veux faire monter une boîte de 10 millions, j'ai envie de te dire, est-ce que tu as besoin de lever ? Peut-être prends quelques BA, monte ta boîte jusqu'à 5, 6, 8, 10 millions d'ARR. Peut-être tu fais ton exit derrière, sauf que derrière, en fait, tu auras 80% des parts et tu auras fait le jackpot. Et en plus, quand tu as un marché saturé, tu as potentiellement beaucoup plus d'opportunités d'exit. Tu vois, alors que si tu décides de faire une boîte d'1 milliard sur un marché typiquement comme le nôtre, va falloir se lever, quoi, tu vois. Je pense que nous, on peut encore l'avoir, cette opportunité, parce qu'on a comme une place de choix, mais se lancer aujourd'hui pour se dire, je vais faire 1 milliard, bon chance, quoi. Voilà. C'est hyper intéressant la façon dont tu t'en parles. Tu penses d'ailleurs que peut-être que tu as des exemples de boîtes qui ont réussi, qui sont en passe de réussir à détrôner un peu, tu vois, les historiques qui sont énormes. Moi, les exemples qui me viennent quand tu me parles de marché saturé, c'est, tu vois, le space de Salesforce, par exemple. Ouais. Tu as vraiment des gens, Salesforce, quoi. Tu as vraiment des players très, très gros et pourtant, tu as tout le temps des solutions qui émergent toute la journée. Et je pense même tous les jours, sans dire de conneries. J'oserais vraiment le dire. Ouais. De petites boîtes qui arrivent avec des nouvelles idées, qui veulent se réinventer en disant qu'ils vont révolutionner. Est-ce que ces boîtes y arriveront un jour, tu vois, selon toi? Est-ce qu'il y en a une qui pourrait détrôner un Salesforce ou un collègue de Salesforce, quoi? Pour moi, il y a une expression que j'aime bien, c'est il y a des SaaS systémiques, tu vois. Et je pense que Salesforce est un SaaS systémique. C'est dans le sens où les mecs sont là depuis les années 90, ils ont vécu 3 crises, ils ont tout vécu. Et en fait, on peut penser ce qu'on veut de Salesforce. Et en vrai, oui, c'est pas un produit incroyable dans le sens où c'est pas beau, tu vois. En attendant, ça fait 35 ans que les mecs sont là. Pour les déloger, il va falloir y aller. Ils ont une force de frappe qui est genre incommensurable. Donc, je n'irais pas dire que je sais pas que c'est impossible, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer, tu vois, des environnements économiques qui peuvent évoluer d'un jour à l'autre. Mais par contre, oui, il y a des très gros qui peuvent se faire déglinguer, ça, j'en suis sûr. Je pense que typiquement, la partie, on peut en parler peut-être un jour, parce que c'est un space que j'aime bien, mais tu vois, la partie analytics et notamment BI, les très gros sont quand même très vieillissants. Il y a tout un tas de nouvelles technologies qui émergent. Il y a... Ouais, ça me semblerait pas complètement... Alors évidemment, il y a Tableau qui appartient à Salesforce, mais je veux dire, quand tu prends des lookers, quand tu prends des tableaux et tu regardes en fait tout ce que les nouveaux arrivants, il commence à y avoir des choses vraiment, vraiment intéressantes. Tu vois, Pigment vient de lever. Je dis pas que Pigment va détrôner Looker, mais en fait, ça veut dire aussi qu'il y a un appétit, surtout. Il y a un appétit pour quelque chose de neuf. Et quand il y a un appétit pour quelque chose de neuf, peut-être qu'un jour, ça va arriver. Si ce n'est... après Salesforce ou Google peuvent très bien aligner un gros chèque sur la table et tu peux être tenté de le prendre. Et au final, tu les détourneras pas parce qu'ils t'auront filé du pognon. Et voilà. Donc, tu vas lancer de nouvelles idées, là. Et... Comment tu vois ton quotidien, toi, sur Livestorm, en te disant, nous, on est sur un marché où il y a du monde, c'est ça le choix que je vais faire pour devenir meilleur que les autres, tu vois. Tu parlais d'ambition, tu parlais de vision de boîte, ok, fine, mais opérationnellement, comment tu fais pour choisir dans la strat ce qui va être mieux? Peut-être qu'il y a eu un choix initial d'ailleurs quand tu as lancé Livestorm, je sais pas. Est-ce que c'est d'ailleurs du quotidien ou juste un positionnement que tu prends dès le début en te disant Livestorm, ça va être ça le message? Tu vois un peu ce que je veux dire? Comment tu fais pour te distinguer de la masse une fois que tu as choisi que tu vas dans ce marché-là? C'est bon, moi c'est pour moi, ça correspond à mon ambition, je sais que j'irai pas détrôner les plus gros, mais je vais me faire un truc sympa, ça va être un beau business. Comment tu te dis, ok, c'est ce volet-là que je vais prendre, cet angle, et on va marteler là-dessus, quoi? Disons qu'une fois que... comment prendre cette question? En fait, à partir du moment où tu sais que tu as une bonne hypothèse ou tu as une bonne idée d'une niche ou d'un angle qui correspond à quelque chose qui est mal adressé, peu adressé, ou sur lequel tu peux apporter une valeur ajoutée qui est infiniment plus élevée que ce que les autres peuvent proposer, une fois que tu t'es dit, ça c'est une taille raisonnable de boîte que je vais me mettre en tête, et puis après, si je vais plus haut, mais en tout cas, c'est là que je vais emmener la boîte. Pour moi, un marché saturé derrière, après, c'est de la vitesse d'exécution. Et c'est des choix produits qui vont être entièrement dans ce sens-là. Tu vois, typiquement, nous, on a fait le choix d'acheter une partie de notre technologie, donc de passer. Et c'était un choix qui a été très décrié au début, notamment, tu vois, je te disais dans la préparation, le bingo du VC, c'était de dire qu'il faut que vous ayez votre propre tech. Sauf qu'en fait, la vérité, c'est qu'on l'a toujours pas 7 ans plus tard, et pour autant, tu vois, on est là et on a une grosse margin de 90%, donc tu vois... Votre propre tech, juste pour repréciser, c'est la partie vidéo. La partie vidéo. Parce que moi, mon gut feeling, et celui de Robin aussi, c'était de dire, la vidéo, c'est comme le SMS, c'est comme l'email, ça va être une commodité dans 4 ans. Et la vérité, c'est que, en fait, c'est devenu une commodité. Mais c'est devenu une commodité pourquoi? C'est parce qu'en fait, tu as eu tellement de demandes à partir de 2019-2020 que les providers de vidéo ont beaucoup plus de demandes, eux aussi, parce qu'il y a des softs qui sont lancés.
Et forcément, plus tu as de demandes, en fait, tu vas baisser les prix. Et comme les prix baissent, tout d'un coup, en fait, ta brique technologique elle devient une commodité. Et aujourd'hui, c'est plus un sujet, quoi. Tout le monde peut lancer de la vidéo, demain faire un produit vidéo. C'est pas ça l'edge technologique. Donc nous, notre parti pris, ça a été de dire, si on avait lancé Livestorm avec notre propre techno, on aurait perdu 2 à 3 ans et en fait, on se serait fait dégommer. Comme tous les tools qui se créent sur de l'IA générative en ce moment, ils auraient pu créer l'IA générative, mais ça coûte des millions et ça prend du temps, quoi. Exactement. Donc in fine, il vaut mieux, dans ces marchés-là, vaut mieux acheter et aller vite et créer l'expérience qui va bien. Et voilà. Et je pense que l'IA, ça va être pareil. Pour l'instant, ça reste très très cher. Tu vois, si tu prends juste au call. Peut-être que c'est un truc qui devrait devenir une communauté, et j'en suis quasiment certain que ça va devenir une communauté, que le prix va baisser dans quelques années et ça sera plus un sujet. Donc, tu vois, j'irai pas m'amuser à créer mon propre modèle j'irai pas créer mon propre modèle d'IA tout seul comme un grand, quoi, clairement. Pour finir sur la partie positionnement qui est, je trouve, hyper intéressante dans votre cas à vous, si je passe un peu d'un point de vue opérationnel, alors dis-moi si ça sort de ton champ et que c'est Robin qui gère ça, mais pour t'assurer que vous êtes toujours sur ce truc de c'est notre positionnement et voilà les fonctionnalités sur le produit ou les choses qu'on va sortir qui sont cohérentes avec ce positionnement. Ma question justement, c'est comment tu t'assures que tout ce que tu fais, tous tes choix, ils restent dans le positionnement que tu avais de base, tu vois, et que ça sorte pas, que tu n'ailles pas sur des machins, des terrains qui soient plus le tien, quoi. C'est tellement dur en vrai. Enfin, tu vois, même nous, en fait, t'es tenté constamment, t'es tenté de faire un truc qui en sort. Et moi, le premier, et en vrai, parfois, même Robin, ça le rend fou parce que même par moi, j'ai tendance en fait à penser à plein de trucs et me dire ça serait trop cool. Et en fait, il me dit non, mais attends, c'est pas du tout ce qu'on avait convenu. La hantise des équipes produits. Hein. Exactement. Et tu vois, et c'est très difficile de contrôler ça. Mais c'est de la discipline, quoi. Il faut matraquer. C'est de la communication, c'est de la discipline, c'est constamment expliquer pourquoi on le fait, montrer des datas à l'appui. Et nous, on a construit des dashboards. C'est pas grand chose, hein, c'est quelques graphes, mais tu vois, on montre bien que sur cette cible qui est notre cœur de cible, en fait, on a un ARPA qui est 60% plus élevé, on a une LTV qui est le double, pas de churn, enfin bref, tu vois. Et donc, tu vois, c'est pas juste un petit sample, on en a peut-être 40, 50, 100, 150 clients, donc c'est statistiquement significatif, tu vois. Et donc, à partir de là, on devrait se focus là-dessus, et tout ce qui n'est pas ça est un défocus, et donc une perte d'argent, et on laisse du pognon sur la table. Mais c'est la discipline, in fine, c'est tellement dur. Enfin... Quand tu dis matraquer, tu matraques quoi et à qui ? Déjà à toute la boîte. Matraquer quoi du coup c'est le message qui est qu'aujourd'hui, Acme, Livestorm, ta boîte, elles vont à telle cible. Et elles le vendent de telle façon et 80%, 90% de ce qu'on fait, ça doit être ça, quoi. Et on doit tous tu vois, j'ai raconté un truc. Non, je pense que l'une des erreurs qu'on a faites, typiquement, ça a été, c'est la première fois que j'en parle, mais je pense que c'est intéressant d'avoir ce feedback-là. J'aime bien les premières fois. Tu vois, je pense qu'à partir de 2021, on s'est dit, on allait étendre horizontalement le produit sur des use cases qui étaient des use cases émergents chez nous, qui étaient de l'ordre plus proche du meeting. Donc on est moins dans le webinar, on est moins dans la présentation univoque, on va dire one-to-many pour faire... voilà. C'est plutôt du few-to-few type workshop où en fait les gens interagissent entre eux et voilà, on est sur 1 à 10 personnes, quoi. Sauf que du coup, c'est un paradigme produit qui est très différent. Ça fonctionne, la façon de s'inscrire, elle est beaucoup plus par le calendrier. On va avoir des intégrations qui sont différentes, on va avoir des personas parfois qui sont différentes. Et tout d'un coup, en fait, ton message, il est dilué entre... Tu passes des webinaires à webinaire plus meeting. Est-ce que c'est vraiment du meeting ? Non, c'est pas vraiment du meeting, c'est un peu du workshop, c'est de la groupe session, c'est entre 10... Bon, bref, tu vois, ça devient le bordel. Et je le reconnais, tu vois. Et je reste convaincu que ça peut être une option pour Livestorm. Je reste convaincu qu'il y a un truc à faire. C'est juste que ça demande tellement de ressources. Ça, on ne se rend pas compte la ressource, le temps que ça prend d'arriver à définir un message et de le faire évoluer. C'est tellement dur. C'est tellement dur. Et donc, tu vois... Aujourd'hui, je suis tellement plus à l'aise dans mon pitch lorsque je vais voir, Gartner, des investisseurs, quand je dis que ce qu'on fait, à qui on vend, et je trouve ça bien plus précis, bien plus simple. Et bref, c'est pour ça que, en fait, quand j'explique pourquoi on fait les choses et pourquoi on s'est positionné comme ça, je montre aussi l'inverse. Rappelez-vous, il y a un an, comment c'était difficile. On jonglait avec 5 personnages différents, avec... 2 produits différents et tout autant d'écosystèmes. Enfin bref, c'était ridicule. Trop intéressant. Merci beaucoup pour ton petit témoignage et la première fois que tu viens de faire.
Je te propose qu'on aborde un sujet qui est très lié à ça, alors qui n'est pas lié au positionnement, mais qui est lié à la façon dont vous avez orienté Livestorm. C'est, et on l'a évoqué un petit peu au début, c'est ce qu'on appelle le PLG. Donc on va définir un peu ce que c'est, parce qu'il y a peut-être des gens, sans reprendre complètement les basiques, ce serait très long, ce que c'est que le PLG. Donc ça veut dire Product-Led Growth en anglais. C'est un courant, c'est des comportements, la manière de faire un produit, ça peut aller jusqu'à être des pratiques dans un produit. Mais chaud d'avoir un peu ta vision là-dessus, parce que je sais que c'est un vocabulaire que tu utilises aussi pour définir ce que tu fais en interne chez Livestorm. Ouais. Alors c'est marrant parce qu'en fait nous, on y allait de façon aussi très candide sur cette notion de PLG. Quand on a démarré Livestorm, le terme PLG m'était inconnu, c'est quelque chose qu'on a découvert assez tard. Quand je dis assez tard, c'était plutôt vers 2019, un truc comme ça, alors qu'on était déjà quand même bien dans le truc, quoi. Et donc avec Thibaut, que je salue, qui est notre VP Gross, on a eu l'occasion en 2019 ou 2018, je sais plus exactement, de parler à quelqu'un qui est, je pense, l'une des personnes les plus smart que j'ai jamais rencontrées, qui s'appelle Elena Verna, qui est assez connue aujourd'hui sur LinkedIn, mais qui n'était pas forcément beaucoup à l'époque, et qui nous a beaucoup parlé de ce qu'elle a pu faire chez SurveyMonkey en tant que... alors je crois qu'elle était SVP Gross ou je sais plus quoi, mais où pour le coup, elle avait mis des mots là-dessus, sur ce Product-Led Growth, sur ce PLG, et c'est pas forcément elle qui était... l'initiatrice du terme, mais en tout cas, j'en ai entendu parler comme ça pour la première fois. Donc, tu vois, c'était quand même assez tard, in fine. Et, mais en fait, ce que ça veut dire chez nous, en tout cas, c'est qu'en fait, on a eu la chance assez tôt d'avoir un produit qui... En fait, on a construit le produit en mimant ce qu'on connaissait déjà. On connaissait MailChimp, on connaissait Typeform, on connaissait évidemment Dropbox. Et en fait, ce qu'on savait, c'est que c'est exposer notre propre produit. C'était aussi la capacité de le rendre... viral, entre guillemets, lui donner en fait cette capacité à devenir son propre homme sandwich quelque part. Et c'est ça la beauté du truc. Donc en fait, on s'est rendu compte très vite qu'il fallait qu'on mette des powered by, il fallait qu'on mette sur les emails, sur le stream, sur tout ce qui était exposé in fine à une audience. Et on s'est vite rendu compte qu'en fait, ça représentait 10-15% de notre trafic qui venait en fait du propre produit. Et ça de façon très constante, même aujourd'hui d'ailleurs. Donc c'est hyper intéressant. Et surtout, le deuxième truc, c'est qu'on s'est rendu compte que, je ne sais plus quand est-ce qu'on a eu ça avec Robin, mais on s'était amusé à exporter un peu la liste des participants il y a quelques années et de regarder notamment les sociétés qui étaient associées à ces participants. Et là, on était en mode, mais what the fuck, en fait, il y a tout le Fortune 500 qui a été confronté à une expérience Livestorm à un moment donné, quoi. Et là, tu te dis, c'est ça. En fait, pour moi, le PLG, c'est ça. C'est être capable, en fait, d'exposer ton produit à une audience immense, que ce soit complètement organique, sans zéro budget, hormis ta grosse margin, et que tu puisses surtout, et ça, c'est le pendant le plus compliqué, arriver à driver du trafic ou de la croissance, en tout cas, à partir de ce médium. Et en fait, c'est quand même beaucoup de conditions qui sont, mine de rien, mis bout à bout. Et tu vois, je pense que souvent, les gens associent le PLG à j'ai de l'inbound, je fais un free trial, voilà, c'est bon, je fais du PLG. Sauf qu'en fait, non, je pense que c'est plus subtil que ça. Je pense que c'est presque plus proche du B2C, presque, tu vois, où en fait, c'est dans le B2C, souvent, on voit ça. Le produit, il est viral, il s'expose par lui-même, et je pense que c'est plus dans cet ordre-là, quoi. Il y a des choses concrètes dans la philo du PLG que vous avez appliquées, vous. Tu t'es dit ça, c'est, je sais pas, une attitude, un framework, un machin que tu avais quelque part, peut-être d'Elena d'ailleurs. Ouais. Et que tu as vu fonctionner chez vous ou pas fonctionner d'ailleurs, ce serait intéressant. Ouais, alors je pense que pareil, on a été très candide sur le truc. On avait plus ou moins spoté des choses, des comportements, et en fait, elle a su mettre un mot. Pareil, pour les gens qui connaissent, je vais dire des banalités, mais pour moi à l'époque, encore une fois, j'étais très candide là-dessus, et je pense qu'avec Thibaut aussi. Et elle nous dit. En fait, il faut que vous ayez cette donnée où vous arrivez à comprendre quels sont les événements, les comportements qui vont vous amener au aha moment, qui est souvent connu en produit, mais qui est surtout connu en gros pour ça, pour le PLG. Et le aha moment étant le moment en fait de la conversion, qu'est-ce qui mène à ça? Comment tu passes d'un user à un user actif, et comment de ce user actif, tu vas te montrer vraiment un power user, enfin pas vraiment power user, mais vraiment le user le plus loyal possible. Et en fait, tu te rends compte que, en regardant un peu ton amplitude ou en regardant ton graph, on s'en est rendu compte comme ça en l'occurrence, tu mettais un objectif de conversion, mettons sur le démarrage d'un abonnement, et tu regardais quels étaient les événements qui étaient le plus corrélés à ça. Et évidemment, tu vois des événements à la con du type il a mis sa CB. Bah oui, évidemment, quand tu mets ta CB, oui, il y a de grandes chances que tu payes. Donc, ceux-là, tu l'exclus. Mais en l'occurrence, tu vas voir que nous, on avait l'invitation d'un user. L'invitation d'un user sur ton workspace, tu avais l'activation d'une intégration.
Et du coup, quand tu refaisais ton funnel, tu dis, en gros, mon premier événement, c'est je sign up. Mon deuxième événement, c'est j'invite un user et je regarde mon taux de conversion derrière sur l'abonnement. Et en fait, tu prenais 10 points. Et là, tu fais wow. Ouais. Et donc, du coup, à partir de là, tu commences à lister un peu les événements. Tu dis, dans mon onboarding, que ce soit produit, que ce soit email nurturing, je vais pousser ces actions-là parce que c'est ça qui drive de la conversion. Donc, ça, c'est des actions type PLG qu'on a mis en place, qu'on a frameworké, etc., grâce notamment à Elena, qu'on avait fait un peu de façon candide déjà avant, juste sur la base du gut feeling, mais ça confirmait ça. Les résultats derrière, oui, tu améliores ta conversion, c'est pas non plus magique, ça prend du temps. Si tu peux le faire dans le produit nativement, c'est mieux. Nous, on l'a fait surtout en dehors du produit via les emails. Du coup, c'est un peu moins bien aussi. Tu as moins de bonnes conversions, mais bref, en tout cas, ça, c'est des vraies actions PLG que tu peux faire, quoi. Donc PLG pour toi, bullshit ou pas bullshit finalement ? Est-ce que c'est un phénomène qui... Est-ce que finalement c'est des attitudes et des choses qu'il faut avoir quand tu fais du growth dans ton produit et on a mis un mot dessus parce que c'était sympa ? Ou est-ce que vraiment il y a quelque chose à tirer de ce mouvement et on peut faire une boîte complètement autour de ça ? Là je suis quasi radical en disant les équipes de vente sur du SaaS B2B par exemple, à la porte, salut, ça va marcher tout seul quoi. Non, je pense qu'en fait, il y a une nuance à tout ça. Je pense que c'est pas bullshit. Je pense que par contre, c'est très galvaudé, comme je te disais. C'est pas parce que tu as un free trial que tu fais du PLG, parce que tu as un free account que tu fais du PLG. C'est pas vrai. Il y a beaucoup de boîtes qui pensent être PLG, mais en fait, en réalité, c'est 1 sur 10. Et en réalité, plus la boîte est SMB et plus elle est proche du consumer au sens individuel, en réalité on retrouve ces patterns-là, tu vois. On parlait de Photoroom tout à l'heure en off, je pense que Photoroom typiquement a des gros patterns PLG, ça m'étonne pas. Et d'ailleurs je vais te dire, une bonne façon de spotter ces boîtes-là, ce que je mettais dans la préparation de l'émission, c'est en fait tu regardes le RPE. Le RPE c'est le revenu per employee. Et je pense que le revenu per employee c'est un bon indicateur, parce que ça veut dire que si tu divises en fait ton revenu par ton nombre d'employés, tu te rends compte que chaque employé virtuellement en gros rapporte tant de revenus. Bref, plus ce nombre est haut, plus ça veut dire que tu as une capacité à ramener finalement du pognon avec le moins de gens possible. Et en général, c'est plutôt un indicateur de quelque chose qui se passe en self-service, sans force humaine, qui n'est pas drivé par du coup de l'humain, et donc en général pas drivé par du sales. Donc c'est souvent un bon indicateur de ça. Je pense que le PLG n'est pas aussi pour tous les types de revenus motion. Tu vois, par exemple, nous, on monte de plus en plus sur du moyen compte, grand compte. C'est beaucoup moins, ça s'y prête beaucoup moins. Tu vois, tu verras jamais Total arriver, mettre une carte bleue et dire ouais, je vous paye 24K. Non, ça n'existe pas. Il y a des process de validation. Il y a des process de validation, il y a un procurement, il y a un machin. Peut-être une toute petite business unit un peu d'innovation ou autre. Voilà, exactement, mais jamais plus quoi. Donc à la rigueur, dans ce contexte enterprise, ton PLG n'est pas un outil finalement de génération de revenus, mais presque un outil d'awareness. Tu vois, en l'occurrence, chez nous, on le voit comme ça. D'ailleurs, Customer Advisory Board de ce matin, on parle à un très grand compte dans la santé. Et comment ils ont trouvé ? En étant participants. Et en fait, c'est de l'awareness, mais ils n'auraient jamais acheté par ce biais-là. Donc en fait, c'est ça aussi la nuance. C'est que ton PLG, il veut la derrière grosse, en fait, tu peux à la fois mettre lead gen, revenu, mais tu peux aussi mettre juste de l'awareness et du très top of the funnel. Mais tout dépend de comment tu vends, quoi. Tu as des exemples de boîtes en tête, françaises, américaines d'ailleurs, où tu veux, et américaines ou ailleurs d'ailleurs, on dit américains avec un biais énorme, qui ont vraiment éprouvé cette pratique, tu vois, qui sont connus un peu pour avoir mis en place des pratiques PLG. Ouais, bien sûr, évidemment, il y a toutes les boîtes de formulaires, de formulaires, mais les boîtes aussi de survey sont très connues pour ça. Typeform étant l'exemple le plus connu, SurveyMonkey aussi, ils ont été très pionniers. Dropbox, n'en parlons même pas, parce que le GRFA, c'est vraiment les OG du PLG, donc ça, pour le coup, voilà. Je pense que dans des exemples plus récents, on parlait de Photoroom, pareil, très B2C. Très B2C, ouais. Photoroom très B2C, mais Zenly, pareil, extrêmement B2C. Je pense que ça se rapproche beaucoup de ces boîtes-là. Mais en France, in fine, je ne connais pas beaucoup d'exemples. Peut-être que c'est lié aussi à quelque chose de culturel. En fait, je pense qu'il y a un truc un peu culturel. Je pense qu'aux US, typiquement, on a tendance à adopter très vite des outils et à payer très vite des outils, voire à en changer très vite. Alors qu'en France, on aime bien passer par un process de validation, de machin, de trucs. Et donc, c'est peut-être pour ça aussi que c'est un petit peu moins répandu. Tu vois, typiquement, quand nous, on a lancé, on faisait beaucoup de PLG parce que du coup on s'adressait à des SMB, on avait un panier moyen très faible et surtout 80% de ce qu'on faisait c'était en dehors de France, quoi. C'est très vrai. Je réalise un truc là dans ce que tu dis, c'est que tu sais, il y a le fameux syndrome de la carte bleue
On dit souvent en France que les gens ont du mal à mettre la carte, mais qu'après, globalement, ils restent un peu plus parce qu'ils sont curieux, ils veulent voir. Et il y a vraiment cette appétence au risque un peu différente. Ouais. Donc, t'attends un peu, quoi. Alors que outre-Atlantique, ils mettent la carte. Alors, dans la seconde, par contre, ils partent très très vite si l'expérience est pas bonne, si la valeur délivrée est pas bonne et pas à la hauteur, parce que aussi, ils ont un terrain concurrentiel énorme. D'un point de vue tech. Et donc, ce que je réalise, en fait, que peut-être que le courant vient des US et il est très présent là-bas parce que du coup, les gens mettent la carte bleue très vite. Donc, ils peuvent avoir ce truc de. Ils génèrent de la croissance très fort, très très tôt dans le funnel. Alors qu'en France, tu t'arrêtes déjà à la carte bleue parce que les gens la mettent pas, quoi. Non, mais c'est clair. Tu vois, moi, j'ai un exemple marrant, c'est moi, j'ai regardé ça il y a pas très longtemps. Du coup, ça m'a fumé. J'ai regardé les 50 premiers clients qu'on n'a jamais eu. Dedans, il y a Pipedrive. Pipedrive, ça fait longtemps qu'ils existent. C'est depuis 2010. C'est une boîte qui est là depuis un certain temps. Très jolie boîte, ouais. Tu vois, nous, on était là. On était littéralement, moi, Robin, Tom, Vincent, donc mes associés, dans son salon à bosser. Et, tu vois, bref. Donc, vraiment, à moitié dans l'histoire, à moitié dans un garage. Et tout d'un coup, Pipedrive qui sign up et qui prend un plan à 100 balles. Ils sont encore clients aujourd'hui. Clients enterprise aujourd'hui, mais ils ont quand même bien grossi. Bravo. Et tu vois, c'est complètement absurde qu'une boîte comme Pipedrive, alors ils sont en Estonie, mais bon, il y a un gros ADN quand même US chez eux, et je crois qu'ils ont même des headquarters aux US maintenant, qui arrivent et les mecs ils mettent une carte bleue dans une boîte random, quoi. Enfin, je veux dire, qui fait ça, quoi. Et bon, bref, et je pense que c'est très symptomatique aussi d'une mentalité anglo-saxonne, quoi. Pour finir sur cette partie PLG, je suis fondateur, je suis, je sais pas, product, peu importe, et je participe à la création d'un produit en ce moment. Qu'est-ce que tu recommandes à cette personne de faire si elle se dit, il y aura peut-être un truc à faire sur mon produit, il faudrait que je creuse un peu? Ce serait quoi peut-être la première chose que tu regarderais pour voir si ça a du sens dans mon produit, dans leur produit d'y aller? Ouais, moi je regarderais simplement. Déjà, il y a un truc très, très simple. Je regarde si le produit, il est visible. Tu vois, tous les produits ne sont pas visibles par d'autres gens que tes clients. Tu vois. Si par exemple je prends un dashboard de procurement parce que t'as un SaaS de procurement, en vrai les gens qui vont regarder c'est ton CFO, tes HR et peut-être les gens de ta boîte, mais tu vas pas t'amuser à mettre ton dashboard de procurement comme ça en ligne, non, ça n'existe pas, quoi. Alors que un survey, oui, un email, oui, peut-être même un truc de documents légaux, tu vois. En soi, tu peux envoyer un contrat à des gens qui sont pas clients de ton SaaS. Bon, bref, tout ça, est-ce que déjà tu checks cette box-là? Bon, c'est une première chose. Ensuite, tu as un truc, c'est combien ton produit te coûte. Parce que c'est vrai qu'en fait, il y a un truc aussi qu'on ne dit jamais, c'est qu'en PLG, souvent, c'est des produits qui coûtent que dalle, dans le sens où à la fois qui coûte que dalle pour le client parce que c'est du SMB et le prix est peu cher. Tu vois, t'as pas des paniers moyens à 30K. Voilà. Et t'es plutôt sur des populations qui ont peu de budget. Et aussi, ça te coûte moins cher, ça te coûte pas cher, toi. C'est-à-dire que sur ta grosse margine, tu vas être capable de dire, en fait, mon produit, s'il doit tourner tout seul, en fait, il va même pas me coûter grand-chose. Et ça aussi, c'est un facteur. Parce que mine de rien, ça veut dire qu'en PLG, ton coût d'AC, c'est ton coût de faire tourner ton produit. Donc en fait, ta GM devient ton CAC. Bref. Et je pense que le troisième truc à regarder, c'est est-ce que tu peux en fait driver est-ce que tu peux driver de la conversion à partir de ce produit-là, tu vois? Est-ce qu'il y a parce qu'en fait tu peux exposer ici ton produit, mais est-ce que tu peux arriver en fait à faire ramener des gens sur ce site? Est-ce que tu vois ils ont une expérience qui se disent c'est intéressant, ou est-ce que c'est vraiment tu l'exposes mais in fine ça n'a pas trop d'intérêt dans ce que tu montres, quoi. Donc il y a un peu de ça. J'avais un dernier point, mais je l'ai oublié. Tu l'as oublié. Écoute, c'est pas grave. Si ça me revient, je te le dirai. En autre partie, dans une partie complètement différente, tu vas le ressortir complètement. Exactement. Non, mais écoute, en tout cas, très complet. Merci beaucoup pour ton retour sur la partie PLG. Trop intéressant. J'ai pas encore eu l'occasion, je crois, de le creuser en direct avec quelqu'un qui le vit dans sa boîte. Donc, merci beaucoup pour cette partie. Avec plaisir. Et d'ailleurs, je voulais bifurquer sur un sujet qui est assez lié à ça. Tu vois, on fait vraiment transition positionnement PLG, qui est le pricing. Sur la partie product-led growth, il y a un sujet quand même qui est que forcément l'usage du produit tel que quand tu rentres dans le produit en tant qu'utilisateur ou client, il va être un petit peu différent. Et j'imagine que ça peut avoir un impact sur demain ton pricing ou autre. Je sais que chez Livestorm, il y a eu des évolutions, comme dans beaucoup de SaaS, qui passent la barre des 5-6 ans et qui itèrent beaucoup. Comment ça a évolué? Comment vous avez commencé, tu vois, peut-être
pour définir votre pricing et est-ce qu'il y a eu des grosses transitions, des grosses étapes où vraiment il y a eu un changement? Chaud d'en savoir plus là-dessus. Ouais, alors pareil, nous on a pris les choses de façon très candide et encore une fois on va reboucler sur la question de pourquoi c'est cool en fait quand tu as du monde dans ton marché. Nous on s'est pas posé 36 000 questions, on s'est dit ok, c'est quoi le software un peu SMB, mid, un peu premium qu'on aimerait aller chercher? C'est cela, ok, et bah tu sais quoi, on va scaler sur leur prix, c'est quoi leur pattern de prix? C'est de la licence. Et derrière, en fait, tu as un nombre d'attendees. Ok, vas-y, go, on fait ça. Et au final, tu vois, on a tenu, de cette simple petite réflexion sur un bout de table, on a tenu littéralement 7 ans avec. Et on a rajouté quelques petits machins à droite à gauche. Mais au final, on a très peu itéré sur la fonction. Des tests de malade, comme dans beaucoup de produits. Non, on a sorti peut-être quelques trucs en plus, des paliers si tu veux. Mais tu vois, tu fais pas non plus 36 000 AB tests sur des paliers, quoi. Enfin, donc, in fine. En plus, Robin a des tendances un peu marxistes où il aime bien mettre toutes les features dans le premier plan, le moins cher. Et voilà, parfois je me dis, fais payer. Enfin, il faut qu'on fasse un peu de blé quand même. Bref, et donc du coup. Beaucoup de bénévolat chez Livestorm. Oui, beaucoup de bénévolat. On est très sympa. On a changé. Mais bref, du coup, voilà. Et je pense que c'était très bien. Mais en fait, et c'est un peu lié à la question du PSG aussi, c'est que quand tu targetes du SMB, tu peux te permettre ce genre de choses. Parce que tu vas pricer peu cher, tu vas mettre un maximum de valeur dans ton prix. Et c'est ça, en fait, le truc, c'est quand tu fais du PSG, quand la personne, elle entend parler de ton produit, elle arrive sur ton site, est-ce qu'elle peut tester gratuitement? C'est le cas chez nous. Et est-ce que, en fait, si elle décide de payer, est-ce que c'est un gros engagement? Tu vois, tu dois réduire, en fait, constamment, en fait, la friction de passer à l'achat, sort vraiment littéralement toutes les étapes pour éviter, finalement, pour réduire ton CAC un maximum, quoi. Et donc, pour nous, c'était ça. Et ça marche très bien pour les SMB. Sauf que les SMB, en tout cas sur le marché du webinar, c'est pas dingo, quoi. C'est-à-dire que c'est des petits ARPA en général. C'est aussi un budget qui est très volatile et avec des usages parfois ponctuels. C'est-à-dire que par exemple, nous, on a des gros creux. On avait des gros creux pendant l'été, pendant décembre, pendant Noël, parce que oui, le 25 décembre, je doute que tu fasses du webinar, quoi. Pareil, quand tu es genre en Italie sur la plage, bon, tu as un peu autre chose à faire que de faire du webinar. Donc forcément, ouais, tu mets en pause ton truc. Mais derrière, tu te tapais aussi des énormes vagues de réactivation en septembre et en janvier. Donc c'est très bien. Mais bon, d'un point de vue de churn, c'est pas ouf, quoi. Et donc, on a constamment essayé de se battre contre ce churn, de se battre contre, d'améliorer la LTV, etc. Et on arrive à, je pense, il y a maintenant, fin 2021, on se dit, bon, en plus, on commence à faire pas mal de grands comptes. Tu vois, pour la petite histoire, notre premier grand compte, c'est notre plus gros client ever. Donc, on n'a jamais réussi à reproduire un tel contrat sur plusieurs millions d'euros, alors que c'est notre premier grand compte. C'était absurde. Wow. J'ai un sales qui débarque dans un open space une fois et puis il me dit, bon, on a 400K avec X, on peut faire. Je fais en tout cas, on va faire, tu vois, on n'a pas trop de choix, quoi, c'est trop cool. Et en fait, il me dit, ah oui, au fait, Covid arrive, on est en mars, semaine d'après, il fait, bon, c'est pas 400K, c'est 2 millions. Et là, je fais, ok. Et bref, donc. D'où la grosse croissance pendant le Covid aussi, j'imagine, avec. Ça a dû aider quand même. Ouais, ça a dû aider, et on a fait rentrer quand même pas mal de grands comptes, diversifier les cas, etc. Enfin bref, tout ça pour revenir à la question du pricing, que on était dans un mood aussi où le pricing qu'on avait ne matchait plus vraiment avec l'amplitude de clients qu'on avait et la diversité finalement de besoins budgétaires qu'on avait. Ça veut dire quoi? C'est que le pricing était trop bas en perception par rapport à vos clients? Trop bas en perception, tu vois, on avait des grands comptes qui payaient 100 balles par mois, ça n'avait aucun sens, alors on laissait du pognon sur la table littéralement. Et puis surtout, en fait, on avait le problème du prix à la licence, c'est qu'en fait, il y avait deux autres problèmes. Le premier problème, c'est qu'il y avait un truc où on pariait sur les clients à bas usage pour compenser sur les clients à gros usage. Parce qu'en fait, la licence, en fait, tu payes des sites. C'est pas corrélé à ton usage, c'est pas corrélé à tes coûts. Donc en fait, tu peux avoir un mec qui bastonne en fait le nombre d'événements et le nombre d'heures de stream. S'il a une licence et qu'il paye 100 balles, il va payer la même chose. Alors que le mec d'à côté qui fait 0 événement pendant 2 mois, il va payer 100 balles aussi. Et tu vois, il y a très bien. Ça marche pas, quoi. Et donc, on décide de se dire... ça, c'est le premier facteur, pardon. Et le deuxième facteur, c'est simplement, en face, on a des gens, donc des concurrents, en l'occurrence, qui deviennent très, très, très agressifs sur le prix à la licence. Et on se dit, ouais, nous, on peut pas faire une licence à $4, quoi. Enfin, c'est pas possible. Et donc, la seule façon de baisser virtuellement cette licence, c'est de rendre la licence illimitée. Et on arrive petit à petit à la conclusion qu'on doit construire un pricing qui va être à l'usage, qui va être pour le coup 100% corrélé à nos coûts,
qui va grossir avec nos clients. Donc, plus le client est gros, plus du coup ça va matcher avec son usage. Ça va matcher avec sa valeur aussi, parce qu'il va payer du coup au contact qu'il génère, à la substantifique moelle. Et le dernier truc, c'est que comme la licence elle est illimitée, en fait, si demain la personne elle invite 10 000, mettons 10 000 collaborateurs sur son workspace, fondamentalement, sa licence virtuellement, le coût il est infinitésimal, tu vois. Et donc c'est un peu ce changement de positionnement, cette évolution de marché qui nous a poussé à repenser un peu le pricing dans ce sens-là, quoi. Mais c'est le point de départ, ce point de départ arrive comment ? Tu te dis à un moment avec ton équipe, légal pricing, ça va pas ? Ou est-ce que c'est une réflexion continue, tu vois, qui mûrit, et à un moment où vous dites, bon, on s'attaque au sujet de pricing ? Ouais, c'est une bonne question. J'ai du mal à refaire un peu le lien des événements. Je pense qu'il y a eu un sujet sur la grosse margine à un moment donné qui nous a un peu trigger. On n'arrivait pas à la faire augmenter, on comprenait pas trop pourquoi. Ça vient de la marge, en fait, d'un sujet plutôt financier, ouais. Plutôt financier. On se rend compte aussi que, en fait, s'il y avait ça aussi, on se rendait compte aussi que, en fait, quand tu attaquais un grand compte, les mecs, tu disais, en fait, oui, vous êtes sympa, mais moi, j'ai pas besoin d'avoir 100 licences, parce qu'en fait, mes 100 licences, c'est des licences administrateurs pour animer. Or, en fait, j'ai pas forcément 100 animateurs, j'en ai peut-être 10, et le reste, c'est des collaborateurs qui vont participer, qui vont modérer, et c'est un peu différent comme rôle. Donc, tu te capais toi-même, tu pétais un plafond de verre toi-même sur ton usage à cause de ces licences-là. Et une boîte, fondamentalement, si tu prends un peu de recul et du bon sens, un grand compte, une boîte en général, de toute façon, elle n'a pas vocation à avoir un nombre d'employés infini. Par contre, si elle grossit dans le temps, sur 10, 30, 50, 100 ans, elle a vocation à avoir toujours plus de clients. Et en l'occurrence, c'est beaucoup plus intéressant de se caler sur son nombre de contacts et de clients que sur son nombre de collaborateurs, quoi. Donc voilà, ça a été un petit peu la réflexion. Et au bout d'un moment, on s'est dit, comme à peu près tout à chaque fois quand on fait chez nous, c'est-à-dire qu'il y a un truc qui mûrit pendant 6 mois, puis au bout d'un moment, on se retrouve un peu en comex, puis on se dit, bon, vas-y, on le fait parce que ça commence à nous casser les reins, quoi. Donc on y va. Et pour le coup, on s'est vraiment cassé la tête pendant, je sais pas, presque 6-8 mois, vraiment à modéliser tout, parce qu'en plus, on était sur une phase de boîte. Tu vois, on faisait pas 200 cas d'ARR, quoi. Enfin, on faisait plusieurs millions, donc en fait, chaque petite variation de un demi-point, un impact. Ouais, un impact de dingo, quoi. Donc, on a vraiment fait de la modélisation pendant 8 mois, essayer de trouver la bonne formule et tout. C'était costaud, quoi. Et là, ce que je comprends, c'est que c'est à la fois un changement de pricing, mais aussi de packaging. C'est comment tu packages tes différentes offres et quel prix tu y mets, quoi. Ouais. Et qui s'est occupé de ça chez Livestorm à ce moment-là ? Alors, Robin a beaucoup été leader là-dessus, parce que son rôle et sa personnalité fait qu'il va dépasser souvent le produit. Il est aussi impliqué sur les sujets revenus de facto, parce que le produit drive du revenu, et donc il est attentif aussi à ça. Et aussi parce que c'est lui qui a implémenté les premières versions du pricing, donc il connaît un peu les rouages du truc. Et on a fait intervenir Data Analyst, on a fait intervenir notre CFO, forcément. Et puis les équipes sales aussi, à un moment donné, parce qu'ils ont été les premiers cobayes. Plutôt que de lancer le truc en self-service, fully automatisé, et on prie pour que ça marche bien. En fait, la façon qu'on a eu de le tester, c'est de dire, c'est quoi, on a des équipes sales, on va faire des invoices à la main, on va faire des facturations à la main, on va tester ce nouveau prix, on va juste dire au client, ah oui, non, le prix sur le site, en fait, il est caduc. Il est caduc, en fait, c'est ça. Et en fait, ça a pris direct, quoi. Ça a pris direct. On a vu des ARPA qui ont fait genre d'un coup en l'espace de 3 mois. Et là, on s'est dit, bon, ok, on tient un truc, quoi. Donc le prototypage de ce nouveau pricing, c'est fait par les sales en réalité, via des factures, pas des fausses factures du coup, mais des vraies factures. Des vraies factures qui avaient un pricing complètement différent que celui du site. Ouais, exactement. C'était de dire, en fait, on va faire à la main pour ce POC, parce que si on commence à le faire dans le produit et qu'on se rend compte que des mois plus tard, c'est naze, on aura vraiment perdu du temps et de l'énergie, quoi. Ouais. Et vous vous êtes dit, on va se faire genre 15 clients avec ces nouvelles propositions, ces nouvelles factures, et dans ce cas, on signe le nouveau pricing, ou est-ce que ça s'est fait un petit peu pareil progressivement, et c'était juste des signaux pour vous que d'avoir de nouveaux clients qui signent ? Je pense qu'on est arrivé, c'était quoi ? C'était en fin de dernier quarter en 2021. Donc notre VP Sales, qui est maintenant CRO, arrive, il dit aux équipes commerciales, bon, maintenant les commissions, c'est basé que sur le nouveau pricing, donc c'est ce que vous avez à vendre. Donc forcément, ça met un petit coup de
un petit coup de pression. Et puis, et voilà la grille, voilà les paramètres du truc, voilà les decks, vas-y, on y va et on tabasse. Et on se donne un quarter de test. En fait, on ne donne pas de target de volume ou quoi que ce soit, on regarde juste l'ARPA, on regarde combien on fait en volume de souscription et s'ils font leur target, en l'occurrence, la facilité à closer, quoi. Voilà, la facilité à closer. La facilité à closer, c'est un mauvais indicateur rétrospectivement parce que, alors, l'ARPA était ouf, on a fait nos targets, on a fait le volume qu'on voulait, mais le one ratio, quoi, enfin bref, le taux de conversion était naze. Mais oui, mais c'est normal parce qu'en fait, non seulement tu as des mecs en face qui ne comprennent pas ce nouveau pricing parce que c'est tout neuf, en plus, c'est pas du tout market standard, personne ne faisait ça, on était vraiment les premiers à faire de l'usage sur du webinar. Et en plus, bah oui, la conduite du changement, quoi. T'arrives avec des gens qui sont habitués à faire ça, et puis tout d'un coup ils disent mais c'est quoi ce bordel, enfin on comprend rien, non ça va pas marcher votre truc, et bon au final ça marche, tu vois. Trop bien. Donc, ouais. Comment vous êtes détaché cette peur justement d'être les seuls un peu à faire du consumption, comment t'appelles ça, pardon du usage-based pricing. Usage-based, ouais. Comment tu te détaches de la peur de dire mais attends, tous mes concurrents dans un marché concurrentiel font autrement avec des forfaits 1, 2, 3, généralement 3 offres. Comment tu te dis non mais il faut qu'on aille sur ce, qu'est-ce qui te convainc, tu vois, d'aller sur un pricing différent, un package différent, pardon. Je pense qu'il y a... Comment dire ? Je pense qu'on était assez sûr de soi. Il y a une forme de confiance, pour pas dire ego, dans le truc. On se dit, on a craqué un truc, on va les éclater, quoi. Mais enfin, je caricature, mais il y a un petit peu ça. En fait, à force de faire des simulations, à force de regarder le truc et à tordre le truc un peu dans tous les sens, on se dit, putain, mais ça a du sens, quoi. Ça a grave du sens. Et en général, Robin comme moi, quand on a des chiffres qui commencent à faire du sens, on commence à être assez bullish sur un sujet. Et au pire, on se dit, bah, tu sais quoi, on n'a rien à perdre. On fait un quarter, c'est le dernier quarter. De toute façon, décembre, on sait très bien que de toute façon, ça ne plus en self-service. Donc, on va essayer en full sales et voir ce que se passe. Et puis, si ça ne marche pas, ça ne marche pas. On aura perdu 3 mois. Bon, bah voilà, la boîte, elle ne va pas crever non plus, quoi. On a fait le test. Et au final, ça, plus le résultat des sales, on se dit, bah vas-y, il y a de là, quoi, on y va. Trop bien. Comme quoi, c'est jamais fini d'itérer. Hein. C'est jamais fini. Enfin, vraiment, c'est ouais. Merci beaucoup, Gilles, pour ces 3 parties. Je te propose qu'on passe à la fin de cet épisode avec les questions flash. Trop bien. Le principe est simple. Je te pose quelques questions. Je ne sais pas encore combien. Et tu y réponds le plus rapidement possible. T'es prêt ? Oh là là, vas-y. Allez, go. Est-ce que tu aurais une anecdote amusante à propos de Livestorm, un truc qui s'est passé dans ces dernières années que tu voudrais partager ? Ouais, alors j'en ai donné plusieurs, mais il y en a une qui me fait un peu marrer rétrospectivement. C'était au moment de la série B, donc on est en novembre, et je commence à faire des calls. En fait, c'est une série B qui est un peu particulière parce qu'elle n'était pas du tout prévue. On a beaucoup d'inbound de VC et des très très gros VC. À un moment donné, il y a Sequoia qui vient nous voir, qui est genre le plus gros fonds probablement de la planète. Et j'arrive sur un call. Et il y a un mec qui est un petit peu âgé, on va dire, et qui est très très sympa, vraiment le mec adorable et tout. Et puis on tchatche et tout, et avant que les autres arrivent, je vois qu'il est dans une maison quand même assez cossue, tu vois. On sent qu'il est sur une hauteur sous plafond d'au moins 10 mètres. Enfin, j'exagère, mais tu vois, un peu dans ces eaux-là, quoi. Et puis, je fais le call et je sors du truc. Et puis après, je regarde un peu les invités. Je fais, et puis je vais voir mon board. Je me dis, il y avait tel mec. Et puis, il y avait ce gars-là. J'ai oublié son nom, je suis désolé. Et le mec et mon board me dit, mais quoi ? Il y avait lui ? Je fais, ouais. Il fait, tu sais qui c'est ? Je fais, non. Et je vais voir, et le mec pèse littéralement genre 30 milliards, tu vois. Enfin, vraiment, il me disait, mais genre, personne ne parle à ce gars-là, tu vois. Et enfin, bref, c'était assez marrant sur le moment. Enfin, bref, et ça, c'est des trucs qui m'arrivent tout le temps, quoi. Souvent, je parle à des mecs, je sais pas qui c'est, jusqu'à ce qu'on me dise qui c'est. Et je suis un peu halluciné, genre, Covid, pareil. Mon téléphone qui sonne, et je commence à parler à un gars qui me dit, ouais, Task Force Covid, je sais pas quoi, on va mettre en avant la French Tech et tout. Et à la fin, il conclut le call en me disant oui, c'est je vous ai pas dit, c'est le cabinet du ministre du numérique, machin. Je fais ouais, d'accord. Donc le genre, il y a le conseiller du ministre qui m'appelle sur mon portable, j'ai pas eu mon numéro. Enfin bref. Tu l'as mis sur LinkedIn. Oui. Non, je sais pas. Ou alors c'est la DGSE, j'en sais rien. Mais dis-moi, c'est un truc comme ça. Est-ce que tu sais au moins pourquoi ils t'appellent ces gens-là ou pourquoi ils sont là en meeting ? Ouais, non, là, en l'occurrence, en vrai, je sais même pas pourquoi ce mec-là était dans le premier meeting, mais c'était très agréable en tout cas. Il était adorable. Qu'est-ce qui t'énerve le plus dans l'écosystème tech ? Je pense qu'il y a beaucoup de non-dits, en fait. Il y a une hypocrisie un peu latente. Enfin, moi, en fait, c'est un écosystème. Enfin, je veux pas cracher dans la soupe. C'est le moment de la plainte. T'es français, tu peux y aller. Ouais. J'aime beaucoup cet écosystème dans le sens où, en fait, c'est assez incroyable. Parce que je mettais dans ma prep, tu peux... Aujourd'hui, tu peux construire un software, tu peux en vivre, tu peux aider des gens, tu peux créer des emplois. Potentiellement, si le truc marche bien, en plus, tu as des possibilités d'exit, de créer un patrimoine, machin. Enfin, tu vois, de façon très égoïste, tu peux faire des choses assez belles. Et
Donc c'est vraiment la ruée vers l'or. Mais d'un autre côté, il y a aussi tous les non-dits, l'hypocrisie, et c'est trailing links que je veux dire, mais en fait, je sais pas, je pense que ça manque. Il y a aussi beaucoup de... Il y a un truc qui a changé, c'est qu'il y a beaucoup de... C'est beaucoup dans l'image et la représentation. Et je trouve qu'on a perdu ce côté... alors, je vais parler vraiment comme un vieux con avant l'heure, mais j'ai l'impression qu'il y a une espèce d'artisanat qui, quelque part, s'est un petit peu perdu. Et qu'aujourd'hui, il y a un peu une espèce de fièvre entrepreneuriale qui n'est finalement que de l'image. Je pense pas être un énorme entrepreneur, mais en attendant, je sais pas, j'aime bien construire. J'ai vraiment ce truc où j'aime bien construire et j'ai l'impression que les gens le font aujourd'hui peut-être un petit peu moins par amour de construire, pour d'autres raisons. Et je trouve ça presque un peu dommage. Et derrière, ça drive tout un tas de comportements d'hypocrisie, tu vois, où tu vois, on a fait des layoffs et j'ai pas peur de le dire. Et j'ai l'impression qu'en France, quand ça va mal, tu dis rien. Tu fais des layoffs, c'est ultra dur surtout pour eux, pas pour nous. Moi, je garde mon job en fait en soi, donc j'ai pas à me plaindre. Mais eux, c'est dur pour eux qui le vivent. Et en fait, t'es contraint par des logiques budgétaires ou par des logiques de, en fait, tu vas mettre ta boîte à flot et la mettre rentable. Mais personne n'en parle et je trouve ça hyper triste parce qu'en fait, ça crée des tabous et ça crée des choses qui sont pas sains. Et alors, il y a un assainissement de l'écosystème qui est en train de se faire un petit peu, je trouve, mais bon, je trouve que ces non-dits, ils me gavent un peu, très honnêtement. Bon, c'est cool. Je suis content d'avoir posé cette question. Je suis sûr que je vais la reposer à chaque fois que j'ai un invité. Au moins, on a ce petit quart d'heure de transparence. Yes. Quel produit t'as récemment testé, peut-être adoré, qui t'ont marqué, quoi? Ouais, mon dada, c'est la data. Mais j'ai... On n'a pas parlé d'ailleurs, pas beaucoup. Non, pas beaucoup parlé. Mais j'aime beaucoup ça. J'ai un peu découvert sur Lotas métier assez tard parce que je gère un peu cette équipe en interne. Et là, l'autre fois, je regardais les outils de BI en l'occurrence, j'en ai vu 2 qui me plaisent énormément, que je ne sais pas si un jour j'aurai l'occasion de bosser avec, mais je les aime beaucoup. Il y a un qui s'appelle Lightdash qui est assez peu connu, qui est open source et qui est une alternative à Looker. Et en fait, quand tu regardes, ce qui est hyper smart, c'est que c'est vraiment tu vois les patterns Looker, tu vois les patterns de BI, donc en fait la transition elle est facile entre guillemets pour un utilisateur, mais en fait tu vas gommer tous les traits pourris de collaboration notamment. Tu vois, c'est hyper collaboratif, c'est comme si tu avais une espèce de multiplayer Notion-like machin, mais sur du Looker. C'est hyper smart comment c'est exécuté, ça a le mérite d'être open source, donc il y a plus une logique de gouvernance qui moi me parle, donc ça c'est très cool. Et dans la même veine, un truc que j'ai vu qui s'appelle X, qui est plus avancé dans le go-to-market, mais qui est pareil, un outil data, qui est ce qu'on appelle un notebook, dans lequel en fait tu vas pouvoir faire tes queries SQL, tu vas pouvoir vraiment deep dive dans ta data, faire des graphes, machin, et le ranger sous la forme vraiment littéralement de notebook. Donc pour faire des analyses, c'est pareil, c'est ultra collaboratif. C'est vraiment de la consumérisation de la BI et je trouve que cette tendance, elle est hyper cool. Il y a vraiment des outils fabuleux qui sortent et ces 2-là notamment. Voilà, donc si vous pouvez aller les voir, c'est top. Trop bien. Moi, je mettrai les liens, pareil, dans les ressources de l'épisode. Pour finir, peut-être, et ça va peut-être m'aider, qui est-ce que je dois inviter sur Clé de Voûte ? Alors, j'en ai parlé de Photoroom pas mal, donc évidemment, c'était l'occasion d'avoir Photoroom, c'est top. Je vais faire un petit shout-out à mes anciens mentors et boss que j'ai eu en stage. Donc, il y a Gabriel Hubert de Dust. Donc, Gabriel, si tu nous écoutes, il faut que tu viennes. Il y a Guillaume Cabane qui est mon mentor que j'ai eu chez Mention à l'époque et qui est aujourd'hui un mec assez connu dans la partie grosse et notamment PLG, donc c'était l'occasion de lui parler, c'est top. Et allez, un petit dernier pour la route, il y a je pense que l'équipe dirigeante de Deal, notamment le CEO, on se connaît pas très bien, mais on échange parfois sur WhatsApp et je trouve que sa boîte elle est incroyable, elle est rentable, c'est l'une des plus belles success stories de ces dernières années. Et je trouve que ce mec est vraiment, en tout cas les échanges que j'ai avec lui c'est assez cool, je trouve qu'il est assez adorable, donc voilà c'est un peu mes coups de cœur. C'est déjà beaucoup, merci beaucoup, je t'en demandais qu'une, tu fais toujours plus. Ça s'appelle Over Deliver. Exactement. Merci beaucoup Gilles pour ta venue, j'ai passé un super moment, c'était trop cool, j'espère vraiment que ça aidera le plus de gens possible. Moi aussi. Plein de sujets à creuser, donc je ferai en sorte de les mettre en avant aussi bien que possible. Merci beaucoup pour ta venue et puis au plaisir de te revoir. Allez, à plus, merci beaucoup. Salut, bye bye.